Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour Adrien, Merci bonjour à beaucoup tous. d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du comité stratégique des centres Leclerc. Bon, vous connaissez par cœur les sujets de pouvoir d'achat, mais on va tout de même d'abord évoquer les sujets de retraite, parce que c'est l'actualité de la semaine, et en particulier de demain, avec cette journée pendant laquelle on va avoir des transports perturbés, l'école, la santé, une économie en partie à l'arrêt, même les raffineries d'ailleurs. Est-ce que vous redoutez cette journée en tant que citoyen et en tant que chef d'entreprise ? Moi, je redoute surtout l'angoisse collective dans laquelle se déroule ce débat et maintenant cet affrontement. Parce que moi, je pense client, je pense consommateur, je pense collaborateur. Est-ce que vous craignez les répercussions sur la fréquentation des magasins, la consommation des Français ? Je trouve que tout le monde est aujourd'hui HS. Et j'espère que ce débat puisse se dérouler sereinement. Je trouve que ça ne fait que durer. Mes collaborateurs, les salariés dans les magasins que je vois ont du mal à trouver leur avenir, à décrypter, malgré l'effort des médias dans Ouest France. À comprendre l'horizon. Tout le monde fait des efforts pour dire dans quelle case on se situe. Mais en fait, la multiplication des cas ne permet pas de lire une ligne directive. Mais est-ce que ça va donc, au point ça fait peur. Et moi, je pense que ça, plus le pouvoir d'achat, la sobriété, tout ce discours post-Covid, qui se rajoute à celui du Covid, risque de plomber la consommation des Français. Mais je ne fais pas qu'un plaidoyer pro domo. Oui. Je pense que ça peut aussi entraîner une récession, une moindre croissance. Et alors là, pour le coup, c'est tous les comptes publics qui vont se retrouver. Alors, je traduis ce que vous dites. Le gouvernement, par une succession d'actions, est en train de préparer la récession. Non, j'ai pas dit ça. Ce que vous venez de lister, les retraites, pouvoir d'achat, la sobriété... Ne me faites pas un Twitter tout fait. Non, mais j'essaie de traduire votre pensée. Un tweet, pardon. Mais non, c'est simplement que ça plombe, quoi. Mais par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà un impact dans vos magasins ? Est-ce que c'est de l'ordre de la crainte chez vous ou c'est déjà de l'ordre du constat ? C'est une angoisse personnelle. Parce que moi, je suis beaucoup sur le terrain avec des gens de terrain. Et c'est pour ça que je vois le décalage entre les débats publics et politiques à l'Assemblée nationale, comme celui d'hier soir, où pas une seule fois le mot des prix a été posé. C'est très important, on va en parler. Et alors que sur le terrain, d'abord, je suis volontariste. J'anime un groupe d'indépendants qui est extrêmement positiviste. Et je peux vous dire, mon secteur, le secteur de la distribution, les gens de mon métier, on veut tout faire pour que l'économie française, pour tracter l'économie française. Mais vous attendez quoi du gouvernement ? Mais ça descend. Ça traîne. Mais Adrien, depuis janvier, alors déjà en décembre, les chiffres d'affaires étaient en hausse parce qu'ils étaient inflatés de l'inflation, pardon, du pléonasme. Mais là, depuis les premières semaines, on a les premiers chiffres. En volume, on est en négatif. C'est-à-dire que vous vendez moins en janvier 2023 que vous ne vendiez en janvier 2022. On vend moins en volume, en ce qu'on appelle ça des UVC, en produits, en nombre de produits. Moins de produits, on en vend moins. Mais ça vous rapporte plus parce que les produits coûtent ça plus cher. Ça rapporte pas plus, ça fait plus de chiffre d'affaires, mais c'est un signe. Alors moi, je redoutais déjà le mois de... tout le monde, tous les économistes, y compris Pascal Perry, savent qu'au mois de mars, il va y avoir l'application des nouveaux tarifs. Oui. Alors qu'on n'a pas fini de répercuter sur le marché les tarifs de l'année dernière. Donc vous dites qu'il va y avoir des craintes, de nouvelles hausses parce qu'on n'est pas allé au bout de toutes les répercussions de prix sur l'inflation. Oui, et c'est ça qui est incroyable, c'est d'entendre des hommes politiques dénoncer la guerre des prix de la grande distribution, alors qu'en fait, c'est tout simplement, bien sûr, chacun défend son enseigne, mais vous voyez les efforts de Lidl, vous voyez les efforts de Hyper U, vous voyez les efforts d'Intermarché, bien sûr de mon enseigne, ou même de Carrefour, pour ne pas répercuter à la lettre et dans le temps, en une fois, toutes ces hausses dont j'ai parlé ici et qui sont maintenant à 2 chiffres. Regardez sur Donnez-nous des exemples. À quelle hausse vous vous attendez ou à quelle hausse on doit s'attendre ? Là, déjà, l'alimentaire français et les produits courants sont sur une tendance de 12%, 13%. Tout le monde le dit, tout le monde le voit. Les consommateurs l'ont vu depuis 3 mois. Hein, donc, quand on dit tendance, ça veut dire que ça va se poursuivre. Ce n'est pas 12% aujourd'hui, c'est à venir encore. Et aujourd'hui, les nouveaux tarifs des fournisseurs, parce que la loi nous oblige à renégocier pour l'année en cours, on doit finir en fin février, et les tarifs sont entre 15 et 30%. En plus, il n'y a pas que le tarif. L'année dernière, on avait négocié des promotions, on avait négocié des avantages à la caisse, des rabais, etc. Ils ne sont pas reconduits encore cette année. Et donc, on aborde l'année avec une tension, une pression inflationniste. Et nous,
pardon, hein, je ne me mets pas en scène, mais ça se passe chez Leclerc. Les prix, ça va se passer dans les casinos, dans les monoprix, dans les francs-prix. C'est vous qui prenez pour les hausses de prix, quoi. Mais pour les gens, c'est chez nous. Et donc, c'est incroyable qu'on ne nous crédite pas, qu'on ne nous accompagne pas pour essayer de temporiser cette hausse tarifaire qui, pour les 3/4, viennent des multinationales, qui ne viennent pas du petit agriculteur ou de la PME. Alors, expliquons, parce qu'il y a les règles d'aujourd'hui, puis il y a les règles de demain. Oui. Le débat auquel vous faisiez allusion à l'Assemblée, il a commencé hier soir, il se poursuivra cet après-midi. C'est un texte de loi qui vise à corriger les règles pour un meilleur équilibre. Je reprends la formulation et vous donnerez votre point de vue dans un instant. J'explique rapidement. L'idée, ce serait qu'à l'avenir, en cas de désaccord entre les fournisseurs, les industriels, producteurs et vous, distributeurs, on puisse laisser la possibilité aux industriels de dire puisque c'est ça, nous on livre pas, ça ne nous intéresse pas, c'est pas les prix qui conviennent. Jusqu'ici, en fait, ils continuaient de vous livrer au prix de l'année passée. Si vous dites, Adrien, vous allez corriger tout ça. C'est ce qu'on a obtenu. Oui. Non, mais vous dites quand même, malgré tout, c'est liberticide, c'est anachronique, c'est irréaliste. Je commentais le premier texte. Donc maintenant ça va, l'équilibre vous convient. Non, mais c'est pour que tout le monde puisse comprendre. En fait, tout le monde est obligé de négocier jusqu'à la fin du Salon de l'Agriculture. Vous voyez les tensions. Jusqu'à fin février, là. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est que l'idée préalable des deux rapporteurs qui avaient déposé ces propositions de loi, c'est que si on ne se mettait pas d'accord, c'était le tarif du fournisseur qui s'imposait, qui s'appliquait. Parce qu'on ne peut pas couper comme ça. Et là, maintenant, on est sur une possibilité de sortir. Et donc maintenant, ils disent, on n'applique plus le droit commercial commun. On met les deux parties dos à dos. Et s'ils ne veulent pas s'acheter ou s'ils ne veulent pas se vendre, voilà, ça c'est la nouvelle version. Ça vous convient l'idée de dire on va avoir un meilleur équilibre parce qu'aujourd'hui c'était trop favorable pour les distributeurs. Mais écoutez, quand vous voyez que des groupes nous demandent 39% d'augmentation sur des produits pour animaux, là, qui vous demande 39% d'augmentation? Des groupes comme Mars nous demandent des augmentations comme ça. Évidemment, ils écrivent et ils disent c'est un point de départ, on va aboutir à moins. Sauf que si la loi était passée telle qu'elle était, avant qu'on intervienne, tous les distributeurs ensemble, on aurait été obligé de prendre les 39%. Oui, oui, par exemple, vous disiez à l'Assemblée hier, il y a un député, le député modem Richard Ramos, qui soutient l'idée de faire évoluer les règles. Il dit, non mais il n'y aura pas d'inflation galopante, pas de hausse des prix, parce qu'en fait, les grandes enseignes, vous et vos concurrents, vous aurez intérêt en fait à ramener des prix raisonnables. Il y en a même qui vont plus loin. Le rapporteur du texte, Frédéric Descrozaille, il dit la grande distribution aujourd'hui, elle augmente les marges de ses propres marques. Donc, elle a matière à gratter. On vous dit que prenez votre part en fait, prenez votre part, faites des efforts. Mais en ce moment, c'est ce qui se passe. Vous savez, la marge moyenne des distributeurs en France, c'est la marge moyenne la plus basse en Europe. Un groupe comme Carrefour court après ses marges. Un groupe comme Casino, il court derrière son banquier pour continuer à rembourser son emprunt. Les indépendants, Leclerc, Intermarché, etc., s'en sortent bien parce que tous leurs patrons et leurs collaborateurs sont dans leur magasin parce que leur magasin, c'est leur patrimoine. Donc, ils sont réactifs, efficaces. Mais vous savez, si un industriel vient vous dire que c'est 39%, vous êtes obligé de répercuter dans votre prix de vente. On n'a pas 39% de marge. Après, cette loi, elle nous oblige à prendre 10% de marge. Alors, théoriquement, pour que ça ruisselle vers les agriculteurs. Vous me direz où vous avez vu des fleuves qui remontent à la source. Hein. On est en aval du système. On nous a inventé ça. Ça ne marche pas, ça rémunérera pas mieux les agriculteurs. Vu de nos salariés sur le terrain, des chefs de rayon et tout, ils ne comprennent pas des trucs comme ça. Et ils ont raison de ne pas comprendre ça. Moi, je suis président d'une école de commerce, Neoma. Je peux vous dire qu'il n'y a pas un étudiant qui croit que les fleuves remontent à la source. Alors, et là, juste 10% pour aider les agriculteurs. On m'oblige à prendre 10% de marge sur le Coca-Cola, sur l'Évian. C'est sûr que ça va aller chez les éleveurs. Sur le chocolat, parce qu'on cultive le chocolat en France. Sur le café, parce qu'on cultive le café en France. Mais c'est ça qu'il y a dans le projet de loi, c'est le maintien de cette disposition, c'est aussi la limitation des promotions, alors que tout le monde, vous avez tous fait des reportages pour dire que les consommateurs étaient dans cette période friands de promotion, et là on prétend même les transférer, cette interdiction sur les produits d'entretien. Des agriculteurs là-dedans, des exemples, on les prend vous avez raison, qui servent votre argumentaire, mais le gouvernement, la majorité, vous disent aussi, le ministre de l'Agriculture ce matin était chez nos confrères de RFI, il dit défendre l'indéfendable, comme le fait Michel-Édouard Leclerc, il vous cite, ce n'est pas rémunérer les agriculteurs. Lui, il pense malgré tout aux conséquences sur les agriculteurs. Pareil hier, dans le débat parlementaire, on a parlé de vous en disant la grande distribution et ceux qui la défendent tue l'agriculture française en défendant, je cite, les riches de la grande distribution. C'était le député modem, encore Richard Ramos, qui disait ça. Est-ce que vous incarnez ce matin sur ce plateau les riches de la grande distribution, Michel-Édouard Leclerc? Est-ce que vous
assumez, vous reconnaissez que vous avez pu par le passé, ou peut-être que vous, encore aujourd'hui, faites du mal aux agriculteurs aujourd'hui. Mais pas du tout. Mais pas du tout. D'abord, la distribution, elle n'achète pas à la ferme. Il y a des industriels entre vous deux. Alors, les industriels, ils sont gentils. C'est ça? Donc, il y a les industriels sont vous dites que les méchants, c'est pas nous, c'est les industriels. Et nous, on est les méchants. Non, mais il faut sortir des conneries. Vous voyez bien que derrière ça, il y a des lobbies. D'ailleurs, cette loi... Il y a des lobbies. Il y a qui comme lobby? Expliquez-nous. Parce que... je vais vous... D'ailleurs, cette loi, ouais. Dites-moi qu'est-ce qu'elle vient faire alors que l'État nous demande de négocier en ce moment. Vous vous rendez compte? Il y a des milliers de personnes, des commerciaux, de l'industrie, du commerce. Ils sont envoyés face à face. J'explique juste parce que vous négociez en ce moment jusqu'à fin février et là on parle des règles qui s'appliqueront à partir du 1er mars. Et qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça envoie comme signal? J'interpelle tous les téléspectateurs. Qu'est-ce que ça dit comme signal? De dire aux gens, sortez-nous des prix qui soient raisonnables, qui rémunèrent l'agriculteur et tout ça. Et dans le même temps, on vous dit, de toute façon, au mois de mars, on jette ça à la poubelle, c'est une nouvelle loi. Et en quoi ça incite à négocier? Et vous savez, ce qui me choque, moi, c'est qu'on devrait avoir, tous les députés, quel que soit leur camp, le gouvernement, aux côtés des industriels et des distributeurs, non pas pour qu'ils se fritent, mais pour lutter contre l'inflation. C'est pas le cas. Regardez le débat hier soir, on n'a pas parlé des consommateurs, on n'a pas parlé des prix, et on a parlé de la rémunération des agriculteurs qui ne sont pas concernés par cette proposition de loi, puisque la rémunération des agriculteurs, elle est déjà préservée. Nous sommes obligés... De votre point de vue? Non, c'est la loi. Nous sommes obligés de prendre les augmentations de coûts de production des agriculteurs. C'est dans la loi et ça fonctionne. Et les rapports de l'Assemblée nationale et du Sénat disent que c'est bien. Donc, oui, mais Michel Deloc, on vous dit aussi, il n'y a pas dans les augmentations que la partie agricole. Il y a aussi des augmentations des autres coûts. D'accord. Donc en fait, il faut tout regarder. Donc, vous êtes obligé sur la partie agricole. Dites-moi. Ne noyons pas le public dans la technicité. C'est combien? Il faut 40%? Non, c'est combien? Quel est le niveau d'inflation que le gouvernement veut? Nous, si on nous dit prix plancher, prix objectif, on saura respecter. Mais vous avez l'impression que le gouvernement n'est pas de votre côté? Le gouvernement n'a pas l'air homogène. Parce que finalement, quand vous écoutez Bercy, quand vous écoutez Bruno Le Maire, notre ministre du Commerce, Olivia Grégoire, et même le ministre Roland Lescure pour l'industrie, je les sens nous accompagner à la fois pour aider les PME et en même temps pour ne pas taper les consommateurs. Mais de l'autre côté, le groupe parlementaire a l'air de faire cavalier seul, ou en tout cas de faire cavalier parallèle. Et moi, la politique politicienne, j'en ai rien à cirer. C'est incroyable de voir des groupes parlementaires qui se bloquent et qui ne parlent pas du front de vente, des prix. Et pourtant, vous avez le président de la République qui vient de demander aux producteurs d'énergie de faire des efforts sur les contrats d'électricité. Vous avez le gouvernement qui a demandé à la SNCF, à Noël, de faire moins cher sur le train. Entendre pareil vous avez mais surtout, le président de la République a demandé qu'on maintienne le repas étudiant dans les universités à 1 euro. On nous demande, le gouvernement a incité Total à faire des ristournes sur les carburants. Et Leclerc, il ne faut pas. Et Leclerc et Aldi et Système U, il ne faut pas qu'on fasse des prix bas. Et c'est quoi? C'est n'importe quoi. Et donc, vous en parlez avec le président de la République, avec la première ministre. Qui est allé au bout du téléphone pour vous? Tout le monde. Tout le monde. Et c'est pour ça que c'était très drôle hier soir de m'entendre. Mais ils se scotchent les uns les autres. Ils nous reçoivent. Mais comme tout le monde, le président, vous en parlez en direct avec lui? Je discute avec tout le monde. Mais ce que je voudrais, surtout, c'est que l'intérêt des consommateurs, la manière dont les consommateurs aujourd'hui sont angoissés, soit prise en compte par les décideurs publics, par les décideurs publics, Michel-Édouard Leclerc, là, il y a une idée qui a été émise par le gouvernement, par Olivia Grégoire dont vous parliez, qui est en charge du commerce, elle dit on va mettre en place un panier anti-inflation avec 20 produits qui devront être vendus à prix comptant. Elle compte bien sûr sur la bonne volonté des distributeurs. Pas des industriels. Est-ce que vous dites banco? Pas des industriels. Ah, donc vous dites non, c'est pas juste. Non, je n'ai pas dit ça. Mais vous savez, vous faites des résumés qui ne sont pas les miens. Allez-y, je vous pose la question, est-ce qu'elle dit la même chose pour les industriels? Alors je pose la question et puis vous faites la réponse. Non, ma question c'était qu'est-ce que vous dites vous sur le panier anti-inflation? Alors il faut me dire, est-ce que je descends les prix, est-ce que je les bloque ou est-ce que je les augmente? Il faut que je les augmente pour les agriculteurs, mais il faut que je les baisse aussi. Pour les consommateurs. Donc c'est un peu compliqué. Alors je vais vous dire, moi je suis fermé à rien. Les baisses de prix, les prix bloqués, je vous rappelle, je suis venu sur votre plateau pour un prix de la baguette bloqué à 29 centimes. Oui. On a bloqué le prix des masques pendant le Covid, on a bloqué le prix des autotests, on a bloqué tous nos marques de distributeurs. Carrefour en a fait aussi, et Casino en ont fait leur logo. Donc nous ne sommes pas contre le fait de bloquer des prix, de fixer des prix plafonds, de protéger les consommateurs. Mais pour que nous puissions le faire dans la légalité, il faut nous aider à négocier auprès des industriels. Si vous avez
30% d'augmentation en amont, vous ne pouvez pas faire zéro. Vous dites c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Et donc là, j'invite le gouvernement et les parlementaires un peu dissipés à choisir un camp. Moi, dans les centres Leclerc, on a 18 millions de clients. Chez tous mes collègues de la distribution, on ne s'est jamais autant parlé. On n'a jamais été aussi volontaire depuis le Covid pour travailler sur l'économie française. On voudrait avoir des interlocuteurs qui savent ce qu'ils veulent. Vous disiez tout à l'heure la politique politicienne, c'est pas mon truc. Hier, quand même, dans l'hémicycle, il y avait un clivage. Celui qui défendait votre position, c'était le député du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy. D'ailleurs, il lui a été reproché de vous avoir rencontré. Vous avez rencontré le RN, vous, pour préparer ce débat ? J'ai rencontré LFI, j'ai rencontré les groupes républicains, j'ai rencontré tout le monde, mais mes amis distributeurs aussi. Et d'ailleurs, c'est très bien, parce que si, en plus, les élus qui, avec la loi sur les cumuls, ils ne sont plus non plus sur des fonctions locales. Donc c'est important qu'ils viennent voir alors les industriels, les distributeurs et tout ça. Mais c'est incroyable comment ils se taclent. Par exemple, hier soir, oui, on me disait, vous avez été voir le président du groupe RN. Oui, mais il est vice-président de l'Assemblée nationale et il a été élu avec les voix macroniennes. Donc ils se tirent une balle dans le pied, là, tous. Et puis, franchement, j'en ai rien à foutre. C'est vraiment pas le sujet. Le sujet, c'est face à une année qui va être difficile, où il faut appeler à la responsabilité de tous, y compris les distributeurs, pour faire les meilleurs prix pour les consommateurs. Parce que on a... Ça ne vous pose pas de souci que ce soit RN. Le secteur du bio, trop cher, il plonge moins de 10%. Le secteur de la viande, quel que soit le prix que vous accordez à votre viande, le prix ne fait pas la vente. Hein. Pareil, moins 10%. De vente, vous voulez dire, pas de prix. Tout ce qui était marque, aujourd'hui, est en train de dériver vers les marques de distributeurs et surtout vers les premiers prix. Donc, on voit qu'il y a une tendance... Parce que les consommateurs n'ont plus l'argent pour acheter de la qualité, c'est ce que mais vous oui, dites. Puis tout le monde se dit, mince, à ce prix-là, est-ce que c'est de la spéculation? Est-ce que c'est vrai? Parce que personne ne justifie un prix. Les industriels, aujourd'hui, s'exonèrent d'expliquer une hausse de 30%. Comment ils font, Or, quand vous êtes caissière, quand vous êtes chef de rayon et qu'on vous demande... Vous dites, c'est vous qu'on interpelle. Ben oui. Juste, vous disiez tout à l'heure, les opérations promotion, on en fait à chaque fois qu'on peut. Il y a le cas particulier des carburants. Il y avait une remise à la pompe qui s'est éteinte au 31 décembre. Depuis cette semaine, certains Français, 10 millions en l'occurrence, peuvent demander un chèque carburant spécifique. Est-ce que ça a un impact sur ce que vous vendez, par exemple? Est-ce que la consommation de carburant, elle a changé depuis le 1er janvier, depuis que la remise à la pompe a disparu? Alors, déjà là, quand vous avez un fournisseur qui sort quelques milliards de bénéfices, est-ce que j'ai le droit de négocier avec lui ou pas? Alors là, vous pensez par exemple à Total qui vous vend du carburant. À Total, à Esso, aux revendeurs de carburant. C'est bien que je négocie. C'est bien la négociation là. Quand je négocie le prix des transporteurs qui ont sorti, les grandes compagnies de transport de conteneurs qui ont sorti 12 ou 14 milliards de profits. C'est pas bien que je négocie. C'est sale la négociation. C'est un péché de négocier. Et quand je négocie avec Nestlé, pour lequel je représente 4% du chiffre d'affaires mondial, il faut changer la loi pour faire plaisir à Nestlé. Vous dites toutes les négociations sont bonnes. Leur siège n'est pas en France. Il garantit. Qu'est-ce qu'ils nous donnent? Qu'est-ce qu'ils donnent aux Français en contrepartie que la loi va les protéger? Est-ce qu'ils vont créer plus d'emplois? Est-ce qu'ils vont... C'est ça, les pouvoirs publics. Moi, je veux bien payer plus cher. Vous dites, je veux négocier. Je veux payer avec tout le monde. Plus cher si le grand industriel investit en France, paye ses impôts en France. Ça, c'est bien. Je veux payer plus cher pour aider le petit, la PME. Et d'ailleurs, nous avons souscrit la charte d'Olivia Grégoire de prendre en considération les factures d'énergie de toutes les PME, automatiquement. Et ça, c'est bien ce qu'elle a fait. Et donc, on le fait. Mais par contre, 65% des marchés de produits de consommation courante sont des grandes multinationales. Et quand on vient nous dire que en pleine période de négociation, ça ne m'agace pas. Je trouve que c'est le monde à l'envers. On marche sur la tête. Hors de vous même, je dirais. Michel Delorme, un mot du carburant. On a vu en début de semaine déjà, premier chiffre, 4% des stations-service qui disent qu'elles ont des difficultés sur au moins un carburant parce que les gens font déjà des réserves de précaution en vue de la grève à venir. Vous l'avez constaté chez vous? Oui, on est à plus 20% de trafic dans nos stations-service. Sur les derniers jours. Oui, depuis ce week-end. Les consommateurs remplissent pour le cas où leur réservoir. En plus, le prix, je ne sais pas s'il ne va pas monter. Enfin, en tout cas, les marchés sont tendus. Mais bon, normalement, on a reconstitué nos stocks qui avaient été épuisés à cause de l'ancienne grève. Donc vous pourrez faire face même en cas de blocage. Aujourd'hui, on peut faire face à quelques jours. Quelques jours. Après, le problème, c'est pas que de nous, c'est la raffinerie. Est-ce qu'elle est bloquée ou pas? Les dépôts sont pleins. Oui. Les dépôts sont pleins. Si les dépôts sont bloqués, vous tiendrez quelques jours, pas plus. Évidemment, vous aurez des réserves. Oui. Un tout dernier mot. Dans ce contexte social, il y a aussi un débat sur le sort des milliardaires. Alors, Philippe Martinez dit hier sur le plateau de LCI chez Routel Krief qu'on pouvait envisager de couper l'électricité
députés de certains milliardaires pour le symbole. Et puis il y a aussi des propositions faites par les associations, la gauche, qui est de dire on pourrait taxer d'au moins 2% les 42 milliardaires français. Comment vous regardez ça, taxer leur fortune? L'idée de vouloir faire un symbole ou faire une contribution particulière? Alors déjà, il n'y a aucun député, aucun groupe parlementaire qui n'a accédé à la demande de la distribution de faire une commission d'enquête parlementaire sur les surmarges. Moi, c'est pas moi qui ai parlé de profiteurs de guerre, hein, mais les conteneurs. Alors moi, ma question elle est sur les milliardaires, Michel-Édouard Leclerc. Les profits. Ensuite, deuxième chose, aujourd'hui, vous avez le secteur du luxe en France avec 2 milliardaires. Dernier mot et on devra conclure, mais je veux bien la réponse à ma question. Ben, je vous le dis, s'ils veulent le taxer, ils les taxent, mais c'est le secteur qui rapporte de l'argent à la France. C'est le groupe de Bernard Arnault et le groupe de Pinault. Le luxe, c'est ce qui marche le mieux. C'est un paradoxe. Hein. Le luxe, c'est le premier prix. Donc, si on veut aller les taper, on va les taper, mais c'est eux qui créent les emplois aujourd'hui sur ce secteur-là et qui créent des devises. Donc, moi, à mon avis, c'est Pascal Perry l'a dit, c'est des débats de comptoir, quoi. Voilà. Après, qu'il y ait un débat sur la fiscalité, moi, ça. Mais c'est pas d'accord. Ouais. Merci beaucoup, Michel-Édouard Leclerc, d'avoir été avec nous ce matin. Je crois que votre message était assez clair. Je pense que le gouvernement et les industriels vous auront entendu.